Bon bah là tout le monde se pose la question si ça y est on est parti ou si finalement bah, c'était juste un faux pump et qu'on va retomber aussi vite qu'on est monté. Donc c'est un petit peu les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, même si bien évidemment vous savez qu'il n'y a pas de réponse toute faite, ça n'existe pas d'être Madame Irma de partout. Faites très attention à tout ce type de youtubeurs, influenceurs qui disent un peu n'importe quoi. Finalement sur la toile on est très peu à dire de réelles bonnes choses et à faire de réelles études et de réelles informations sur l'écosystème crypto. On est vraiment très peu. Je pense que les bons vous les connaissez et les mauvais je pense aussi que vous les connaissez, donc arrêtez de les regarder. Bref, tout ça pour vous dire merci à tous ceux qui regardent et qui passent un petit peu de temps sur nos vidéos. Au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin a repassé au-dessus de 91 700 et s'est heurté aux 94 400, donc on est entre les deux et justement on va analyser ça ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner si c'est la première fois que vous nous découvrez les amis. Donc voilà, je vous montre le Bitcoin mais on va revenir dessus juste après. D'abord, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe actuellement. Et bien actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, tout le monde se pose la question, donc est-ce que le Bitcoin à 93 000 $, c'est trop tard pour en acheter? Effectivement, mine de rien, on se rapproche de nouveau du vrai très gros seuil psychologique des 100 000 balles où actuellement peu de particuliers, du moins parce que les institutionnels c'est différent, peu de particuliers estiment pouvoir acheter un Bitcoin à 100 000, ils disent non mais c'est beaucoup trop tard, trop cher, j'aurais dû l'acheter avant et que du coup ils passent pas à l'acte. Mais il y a un moment où on va passer au-dessus de ça et quand on va y passer fort. Il y a bien un moment où le Bitcoin sera à 200, 300, 500 000 balles, alors c'est pas tout de suite, mais il y a un moment où ça le sera et là les gens se poseront plus la question des 100 000. En attendant, on est de retour à 93 000 et même à 93 000 la question se pose par rapport du coup aux différents événements qu'on a eu récemment et là il y a beaucoup d'études qui se font avec donc tous les pseudos analyses qui arrivent avec donc des courbes dans tous les coins, ça va monter, ça baisse, ça machin, ça truc. Bon bref, tout le monde peut tirer un peu de partout. L'objectif c'est quand même de regarder un petit peu le fond, la macro, la géopolitique et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et après seulement si vous êtes vraiment dans le moment présent, le court terme, oui il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Mais si vous êtes sur le long terme, il n'y a pas trop de soucis à se faire entre guillemets pour l'instant. Donc les experts partagent leurs niveaux cruciaux parce que ça c'était la news d'hier quand on a dépassé les 90 000 balles. Donc regardez un petit peu tout ce qui se passe, tout le monde dit voilà le bull score index est en train de remonter, on peut repasser le bull score index est au plus bas pardon, alors que le prix est en train de remonter, donc on va pouvoir repasser en boule blablabla. C'est toujours très drôle de voir un petit peu ce genre de truc, mais bon il y a toujours cette axe qu'on attend de voir passer le bull run qui n'est pour le coup là, mais qui n'a pas eu l'effet que tout le monde attend. Pour moi, je pense qu'on est clairement dedans. Ce sont des effets de bull run qu'on a actuellement, donc à savoir de la forte volatilité, là où en bear market, tout est beaucoup plus calme. En attendant, tout le monde se pose des questions de, ok, alors on fait des années, alors on est à combien? Pourquoi on bloque à 95 000? Pourquoi on bloque là? Pourquoi on monte? Pourquoi ça devrait descendre? Tout sort avec des signaux d'achat, de vente en retard, de machin, de trucs. Tout le monde essaye d'être le meilleur trader, tout le monde essaye de sortir son algorithme de je sais pas quoi sur TradingView à s'imposer un truc sur tout ce qu'il a pu backtester. Calmez-vous, redescendez les amis. Malheureusement vous ne trouverez jamais, mais vraiment je le dis comme ça, vous trouverez jamais l'association d'indicateurs je sais pas quoi qui marche à tous les coups, sur laquelle vous pouvez foutre tout votre thune dessus. Ça ne fonctionne pas comme ça et heureusement, parce que tout le monde le ferait, mais donc quand tout le monde peut faire quelque chose, ça marche pas, donc ça ne marchera jamais, donc faites attention. Par contre, et c'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous expliquer aujourd'hui, qui a permis à Bitcoin de passer au-dessus des 91 700, effectivement c'est le rétro-pédalage de Donald Trump, même si officiellement il a rétro-pédalé, mais on ne sait pas où. C'est-à-dire qu'en fait il avait mis donc des taxes pour la Chine, qui était la seule à avoir des taxes pendant que tout le monde avait 10%, enfin des surtaxes à 145%, et là il a rétro-pédalé dans le sens, bon ok il y a une guerre commerciale, on va se calmer, ça ne sera pas 145%, mais ça ne sera pas 0% non plus. Mais il n'a pas dit, c'est-à-dire que ça se trouve on est à 142, bon ça m'étonnerait, même en vrai un 100% ou un 90% c'est 10 000 fois trop encore. Donc en fait on ne sait pas réellement à quelle sauce on va être mangé et il va falloir qu'il clarifie tout ça. En tout cas pour l'instant
cette rumeur a relancé les marchés. Pareil sur le S&P, etc. Même s'il y a une petite guéguerre avec la Fed de je vais te virer Jérôme, puis en fait je te virerai jamais parce que voilà. Bref, vous comprenez aisément que c'est beaucoup plus important de savoir reconnaître ce genre de signes et de bazar qu'il y a actuellement plutôt que d'essayer de trouver la solution pseudo trader du futur qui a trouvé un point. Bref, donc étudiez la big picture et puis rapprochez-vous en fonction de ce que vous voulez et pouvez faire. En tout cas, c'est ce que je vous montre actuellement. En tout cas, sur les ETF, hier je vous ai montré, et d'ailleurs, bref, on s'en fout, mais je vous avais montré l'ETF sur Ether qui était très très bas, bref, on s'en fout. Et là, l'ETF sur Bitcoin Spot, pour le coup, on a quasiment eu 1 milliard d'entrées, c'était vraiment énorme ici, mais on a eu 2 belles journées, en tout cas, sur cette semaine, on est sur 1 milliard 300 millions d'entrées, là où la semaine dernière c'était compliqué, puis les semaines d'avant c'était très très compliqué. Donc on est quand même revenu sur un vrai beau rouge, et comme quoi les ETF en fait suivent tout simplement en fait le marché. Quand ça monte ils achètent, quand ça baisse ils vendent, aussi simple que ça, pas rester 8 ans là-dessus. Ensuite, on a les prédictions comme d'habitude qui sont données par-ci, par-là, par tout le monde. Il y en a qui te disent oui, bon là on est en fake, ça va redescendre aussi vite que c'est monté. Il y en a qui te disent oui, bon on va avoir un nouvel ATH pour le Bitcoin, mais ils te disent pas quand, parce que moi aussi, bien évidemment, je vous le dis, regardez. Alors là, attention, grosse nouvelle, je vous l'annonce, un OT. Oui, il va y avoir un ETH sur un ETH, un ATH sur Bitcoin. Oui, d'accord. Voilà, c'est très bien Théophile de me donner cette information là, très très bien. C'est quand c'est la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans. Voilà, bon bref, très très drôle. Oui, il y aura un ATH sur Bitcoin parce que Bitcoin n'a pas fini de monter, parce que l'adoption n'a pas fini d'être mis en place. Donc voilà, il va y avoir un truc qui va être très très bien. C'est pour ça que je vous mets une lumière verte et bleue derrière. Vert parce qu'il faut être fou pour pas voir les bonnes nouvelles qui se sont passées actuellement. Par contre bleu parce qu'on est quand même sur une hésitation, dans le sens où on a toujours des guerres qui se passent dans tous les coins du monde. On a toujours les États qui essayent de se réarmer pour se défendre potentiellement sur un bazar, comme ça puait un peu du nez dans les années 70 et dans les années 40. Donc il faut voir si on a une escalade ou si ça se calme. On a toujours cette guerre commerciale qui est quand même présente, parce que mine de rien, oui, il rétropédale où il y a moins de taxes, mais il y a quand même 10% pour tout le monde. Donc déjà de base aux États-Unis ça coûte 10% de plus, donc ça quand même ça flingue les marchés. Puis la Chine, il y a tout ce qui se passe actuellement, donc ça bouge beaucoup, mais en même temps il fallait s'y attendre avec Donald Trump au pouvoir, c'était comme ça, d'accord. Ensuite, les niveaux des news éparses, on a plusieurs points. Et on voit qu'il y a quand même une vraie réflexion de la part des banques, à savoir d'essayer de travailler sur un nouveau stablecoin euro. Du coup, c'est la banque ING qui essaye de trouver des solutions, que ce soit pour elle, pour le développement et aussi pour l'international. Voilà, on parlait beaucoup, il y a un méga gros débat XRP dans les news depuis tout à l'heure, dans les commentaires. Alors je sais qu'il y a une grosse team XRP, XRP c'est la vie, let's go machin. Il faut quand même savoir et revenir aux bases que le XRP, donc c'est effectivement pour pouvoir faire un échange interbancaire et remplacer le système SWIFT américain de base, et donc il faut avoir quelque chose qui soit plus ou moins stable. Le XRP qui fait le yo-yo dans tous les coins et qui est beaucoup trop politisé à Donald Trump, ça ne correspond pas directement à ça. Après on me dit oui mais il y a plein de banques qui l'ont acheté. Bien sûr, c'est de la spéculation, elles vont acheter parce qu'elles savent que ça peut monter parce que Donald Trump, mais est-ce qu'elles l'achètent pour pouvoir l'échanger à l'international? Actuellement pas du tout. Les gens qui utilisent XRP pour ce que ça propose, il faut quand même se rendre à l'évidence, même les gens qui sont à fond sur XRP, c'est pas le cas. Donc essayez de reconnaître aussi un truc, même si vous êtes à fond dessus. Moi par exemple je suis à fond sur l'écosystème Ether, sur l'écosystème Cosmos, etc. Il faut quand même reconnaître qu'actuellement tout le monde s'en fout en termes d'utilisation. Ceux qui sont dessus, c'est de la spéculation. Il faut quand même le reconnaître. Et là, c'est la même chose sur l'XRP. Bref, pas personne à dos. Le XRP, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites à l'avenir. Je pense concrètement que le XRP peut peut-être aller chercher les 5 balles. Déjà, ce serait bien voir les 2 chiffres sur ce cycle-là. Mais il va vraiment falloir y aller fort. Ce qui n'a clairement pas été le cas sur les autres cycles. En général, ça prenait un certain retard par rapport aux autres qui remontaient par une utilisation plus concrète de monsieur et madame tout le monde. Parce qu'en fait, ça c'est quand même un système que monsieur et madame tout le monde ne sont pas censés utiliser. Le système Swift actuellement, t'en as rien à faire, c'est ta banque qui l'utilise. Donc, il faut quand même rester conscient de ce qui se passe. Ensuite,
Le FMI, donc le Fonds monétaire international, annonce quand même, et ça on le sait, un ralentissement de la croissance mondiale, économique mondiale par rapport à ce qui se passe. Il faut en être conscient que la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était pour le Covid, et ils en parlaient même pas parce que c'était naturel. Là on en parle parce qu'en fait du coup on a vraiment une guerre commerciale qui a été mis en place et qui ralentissent les échanges entre les pays. C'est-à-dire qu'il faut quand même être conscient du monde dans lequel vous vivez actuellement, que on a eu la mondialisation sur toute l'année, enfin sur tout le 19 et 20e siècle là, et là actuellement on est plutôt en train de tous se regrouper, chacun sa merde, et cassez-vous, restez chez vous les autres, et ça c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique d'une part, humainement parlant c'est vraiment une catastrophe, mais internationalement et puis commercialement parlant c'est catastrophique aussi. Le but du jeu c'est d'ouvrir et de s'échanger et que let's go quoi. Un petit peu d'ouverture d'esprit, ça ne ferait vraiment pas de mal. Donc on a un ralentissement économique mondial parce que les gens pensent, enfin c'est pas les gens mais c'est les pays essaient de se refermer, et ça c'est un vrai problème, faut en être conscient aussi. Ensuite, effectivement, il faut aussi regarder un petit peu les chiffres qu'on a sur Ether. On a beaucoup, je vais mettre quand même des gros guillemets parce que c'est pareil, 1,83 million de déposants en une semaine, c'est très bien, d'accord, il faut quand même se remettre un petit peu les pendules à l'heure, mais déjà, ça ne veut pas dire que c'est des gens, ça veut dire que c'est des wallets, et moi le premier, des comptes Ether, j'en ai plein, donc on est très très loin de faire un flipping et des gens qui arriveraient beaucoup dessus. Certes, c'est mieux que quand il n'y en a pas, et c'est mieux que quand ça part, mais de là à dire let's go c'est parti, tout le monde réutilise Ether, mais pas du tout, d'accord. Donc il faut aussi apprendre à trier les titres et regarder un petit peu concrètement ce qui se passe, parce que je sais que pour beaucoup de gens ça peut pas parler à beaucoup de monde, de dire tiens il y a 1 800 000 personnes qui déposent en une semaine, c'est énorme. Et en fait, après, tu te rends compte, bon, ok, on est combien, on est 8 milliards sur la planète, bon, c'est pas si que ça. Et en plus de ça, vu que les gens, ils peuvent avoir 2, 3, 4 wallets, en fait, des créés. En tant qu'une personne, tu peux avoir 10, 20 wallets. Bon, ça fait, en termes de personnes, beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc, il faut quand même aussi raison garder, comme dirait l'autre, mais c'est quand même une bonne nouvelle. On est encore très très loin d'avoir des choses intéressantes sur Ether en termes de prix, en termes de market cap, etc. Donald Trump a été accusé du coup d'avoir lancé un jeu perdant-perdant. Souvent normalement dans le business on essaye de faire des win-win entre les entreprises, etc. Donc tu gagnes, j'y gagne, on y gagne, d'accord. Mais là en fait il a fait un perdant-perdant, tout le monde y perd, c'est-à-dire que les autres y perdent et lui aussi. Il en est peut-être plus ou moins conscient, en tout cas on ne sait pas trop quel jeu il veut nous montrer. Mais c'est le gouverneur de la Banque de France qui a dit ça. Encore une fois, à mon avis, on écoute beaucoup trop des personnes centralisées sur ce qu'ils disent plutôt que de suivre un raisonnement clair et net. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, la Banque Centrale Européenne déteste ce qui se passe aux États-Unis sur l'avènement crypto grâce à Trump. Et du coup, en fait, ils disent que c'est vraiment... ça peut avoir un effet d'apocalypse et que du coup ils mettent encore en garde et ils proposent d'avoir encore plus de réglementations que ce qu'on a déjà sur l'écosystème crypto. Vraiment pour vous expliquer que l'Europe pour l'instant n'a vraiment rien compris, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment l'inverse de ce que le monde fait, tu vois. Et en général quand tu as un exercice en cours ou je sais pas quoi et que tu fais l'inverse de ce que les gens font, bon, il y a de fortes chances que ce que tu fasses ce soit de la merde, hein. Donc là, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. Pour l'instant, on fait clairement de la merde. Voilà. En termes de gestion européenne, c'est une catastrophe. Bref, ensuite ça aussi, ça a remis un petit peu de chaud au cœur sur tout le monde, c'est-à-dire de savoir que Tesla n'avait absolument pas vendu encore, et depuis qu'ils en ont acheté, à savoir depuis le dernier cycle, acheté et reçu parce qu'ils ont aussi eu des financements de bagnoles avec ça, ils n'ont pas vendu du tout donc de leur partie crypto. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu cette... leur résultat et leur compte de résultat, tu vas pouvoir regarder dans les current assets, c'est où Digital Asset Net, donc tu vois ici, tu regardes la ligne et que du coup en fait tu te rends compte que ils ont quasiment, parce que ça bouge en fonction du prix, mais en fait ils n'ont pas vendu de leur bitcoin qu'ils ont, ils ont quasiment 1 milliard de dollars de valeur en bitcoin. Donc ça a aussi permis de rassurer les marchés dans le sens où les gros qui font confiance, ils font toujours confiance. Ensuite, pour parler du XRP, 2 secondes, mais j'ai vu cette news passer et encore une fois, quand vous voyez ce genre de truc, je veux vous
que vous concentriez vos yeux sur les bonnes informations et pas sur les mauvaises. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, les gens ils se disent ok, d'ici le 31 décembre 2025, quel crypto sera en deuxième rang sur CoinMarketCap juste derrière Bitcoin? Donc tu te dis ok, pour l'instant c'est Ether, et après tu te dis ah la vache, les gens ils ont voté à 43,3% sur XRP, ok. Et là tu te dis putain c'est incroyable, ça veut dire que le XRP va être la deuxième crypto à la fin de l'année, va être blablabla. Donc regardez les bons chiffres que je vais vous montrer, et les bons chiffres sont là, hein. Je fais une pause hein, pour que les gens puissent intégrer ce que je vous montre. C'est-à-dire qu'on est capable de balancer dans les informations. Ça, c'était un test en Inde. Et j'ai vu des news comme quoi les gens en Inde pensent à 43,3% qu'à la fin de l'année, le XRP sera la deuxième crypto la plus valorisée. Point. Et là, tu as ça en titre. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Et après, tu regardes. Alors, déjà, il faut quand même savoir un truc, c'est que la France, on est microscopique. On est 65 millions, je crois, un truc comme ça. L'Inde, ils sont pas loin d'être 1 milliard dedans. Donc, c'est-à-dire que le chiffre que vous voyez là, que je vous montre, d'accord ? Déjà, chez nous, il est éclaté au sol. Mais quand je vous dis chez nous, c'est-à-dire que même chez moi, dans la ville laquelle je suis, si on fait un vote 261 personnes, déjà c'est nul. Donc à l'état de la France, ce serait nul. Donc à l'état d'un état indien, c'est extrêmement nul. Il y a 261 personnes qui ont voté et on est capable de dire le XRP, selon tous les Indiens, va être un deuxième truc. Mais non, en fait. Je suis en guerre totale contre les sondages. Les sondages, c'est 100%, actuellement, j'ai pas peur de le dire, 100% de la merde. Il n'y a absolument aucun sondage qui peut fonctionner. Parce qu'en fait, un sondage fonctionne quand tout le monde a voté concrètement. Mais actuellement, les sondages, tout le monde s'en fout. Et je vous ai posé la question l'autre fois, à votre avis, à partir de combien de pourcentage de la population qui vote un sondage est intéressant à regarder ? Dites-le moi, est-ce que c'est 50%, 70%, 80%? Dites-vous que ces chiffres-là n'existent même pas. Il n'y a aucun sondage au monde qui a fait 50% de votants des personnes concernées. Aucun, zéro, que dalle. D'accord? Et là, on n'est même pas sur 50%, hein, on n'est même pas sur 1, même pas sur 0,1, même pas sur 0,00001. On est sur rien. Voilà, rien. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous mettre ce type de titre, genre toute l'Inde a validé, machin. Bref. En tout cas, je voulais vous montrer cette news parce qu'on a Immutable X, donc le token IMX qui s'est envolé, entre guillemets, de 40% sur 24 heures. Moi, ça me fait penser à un potentiel retour donc du projet et de l'écosystème gaming dans l'écosystème crypto qui me ferait mine de rien plaisir quand même de voir arriver à un moment ou un autre, parce que le gaming, je pense qu'il a vraiment tout à gagner à s'intéresser à l'écosystème crypto et voir comment ça fonctionne technologiquement parlant pour lui, pour les gamers, etc. J'ai envie de dire que je suis un gamer, mais je suis plutôt un ancien gamer parce que j'ai pas allumé un jeu depuis je ne sais pas quand, parce que j'ai absolument pas le temps, je bosse 100 heures par semaine, mais ça à un moment ça va revenir. En attendant, ce petit regain de puissance plus fort que les autres sur la partie gaming, ça incite quand même à réfléchir sur quelques points. Et ensuite, ça c'est les études que vous pouvez voir de partout. Pour le coup là c'est Kaiko Research qui l'ont posté. Ils s'amusent à le faire et en vrai c'est intéressant à le regarder parce que à l'inverse donc des études de sondage à la con que je vous montre, ça c'est factuel sur la blockchain, c'est intéressant dans le sens de regarder comment ça fonctionne actuellement. Et en fait, typiquement, ils se sont posé la question de savoir la performance de Bitcoin un an après le halving et de la comparer sur les 3 autres points, voire les 4 autres points, je crois, où ils l'ont mis avec 2012 ici. Donc voilà, tu peux le voir ici. Donc le halving de 2012 qui a donné donc l'explosion en 2013, le halving de 2016 qui a donné l'explosion en 2017, le halving de 2020 qui a eu l'explosion en 2021, et là on a eu le halving de 2024 qui n'a pas encore eu l'explosion de 2025. En tout cas, quand tu regardes,
actuellement en termes de performance pure et dure, la performance actuelle 1 an après le halving est la plus pourrie jamais faite depuis tous les trucs de Bitcoin. Voilà, c'est très très drôle, on le voit un peu mieux ici, c'est à dire que on a eu un démarrage qui a été plus ou moins d'accord, même un moment du 6-7 mois où c'était plus ou moins en corrélation, et ça a duré jusqu'à les 9 mois, et après il s'est plus rien passé, c'est à dire qu'effectivement on a eu toute cette phase là de non-décollage, alors que les autres, les principaux, on va dire 2017 et 2021, ont vraiment connu un vrai boom, entre guillemets, qui n'a pas été le cas du tout actuellement. Voilà, bon, c'est intéressant de le voir. En termes de volatilité, c'est pareil, on n'a pas eu beaucoup. Enfin bref, vous regardez un petit peu ces résultats-là, je les trouve personnellement intéressants plus que des résultats de sondage à la con. Bref. On revient rapidement sur les marchés au moment où je vous montre la vidéo. Donc on est sur un joli vert. On a Bitcoin qui est donc en train d'osciller entre 91,7 et 94,4. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, parce que là typiquement malheureusement, c'est vraiment malheureusement selon moi, c'est que les marchés Bitcoin compris dépendent quasiment trop, enfin c'est pas quasiment X%, c'est trop, de ce que nous envoie Donald Trump sur les informations qui tombent. Ça c'est pour moi un vrai problème, parce que Bitcoin est quand même décentralisé, et le problème que j'ai en vrai là actuellement, c'est que les news centralisées sont toujours refermées, et en vrai on a décroché ici 2 fois Michael Saylor et Donald Trump qui se calment. Pour moi ça doit être refermé, parce que le Bitcoin sur le long terme a toujours refermé ce qui était centralisé. Des fois ça prend du temps, mais il l'a toujours fait, et je préfère sincèrement en fait que on monte, on referme et on remonte, et on fasse des trucs comme ça, ce qui s'est passé sur tous les autres points, même sur le bull run de 2021, quand tu regardes les différentes news centralisées qu'on avait en 2021. Je vais y aller, je sais pas où je suis. Putain, je suis en 2023. Attends, je m'embête à mettre en 4 heures. C'est parti, je suis parti. Même tout ça, à chaque fois, tu le vois. Enfin, en tout cas, c'est très propre quand tu regardes la première vague. Toutes les news centralisées qu'on a eues, et on en a eu plein, elles ont tout le temps été refermées, tu vois. Des trucs, paf, paf, on referme, paf, on remonte quand même, et on a plein de news centralisées, paf, on referme, on remonte, on referme. Et on a toujours fait ça. Même le moment du début, à savoir ici, je me souviens plus ce qu'on avait eu en février 2021, ça a quand même été refermé après en mai, et c'était pas la fin du bull run, parce qu'après on est quand même reparti. C'est-à-dire qu'on a toujours fait ces trucs-là. Et les gens ont tendance à complètement oublier toute cette période très compliquée en plein milieu de bull run, qui a duré quand même un certain nombre de temps, hein, même si c'était remonté machin truc et tout, et après on a pu faire encore une belle période, et tout le temps vous pouvez toutes les regarder, toutes les news centralisées, que ce soit El Salvador, que ce soit Tesla, que ce soit, que sais-je encore, de tout ce qui a toujours eu un mouvement sur Bitcoin, a toujours été refermé à la hausse comme à la baisse, d'accord, même pendant le bear market. Le meilleur exemple que je peux vous montrer, c'est ici le FTX, où FTX, paf, Bitcoin réfléchit, en fait, bon, en fait on s'en branle le FTX, et après on revient, on galère, et puis après ça doit se passer ce qui doit se passer. Toujours. D'accord. Par contre, la news de Luna a été beaucoup plus lente à refermer, parce que c'était beaucoup plus centralisé à l'écosystème crypto que ça l'était sur du FTX et autres. Voilà les amis, donc je pensais que c'était important de vous faire un petit peu ce point là pour la vidéo. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus important encore là-dessus? Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur la vidéo. Ouais, alors je sais pas s'il y a, je sais pas qui a eu mute, mais pour le coup sur la vidéo, encore une fois, la vidéo ça fonctionne très bien les amis, donc je vais revenir pour ceux qui sont en live, parce que sur le live apparemment ça bug, mais je clôture là pour la vidéo sur YouTube, et je reviens avec ceux qui sont en live directement. Ciao à tous ceux de YouTube.